Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui parmi vous pour l'examen de cette proposition de loi relative à l'intérêt des enfants. Ce texte nous renvoie à une responsabilité essentielle, celle de garantir dans les faits et non seulement dans les principes la protection des enfants les plus vulnérables. Si la Convention internationale des droits des enfants ratifiée en 1990 nous impose de toujours protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, force est de constater qu'aujourd'hui, ce principe se heurte à des dysfonctionnements profonds et persistants dans le cadre de notre système de protection de l'enfance que nos travaux parlementaires ont largement documenté. Je pense bien sûr au travail engagé depuis de nombreux mois déjà par la délégation aux droits des enfants que j'ai l'honneur de présider. Je pense aussi aux travaux que notre Assemblée avait menés en 2019 et dont j'étais également rapporteur, et aux travaux de la commission d'enquête relative au manquement des politiques publiques de protection de l'enfance, dont je salue la rapporteure Mme Isabelle Santiago et la présidente Mme Laure Miller. Chaque année, près de 385 000 enfants et jeunes majeurs sont concernés par une mesure de protection. Le plus souvent, elle est ordonnée par l'autorité judiciaire. Or, le système de protection de l'enfance est défaillant, malgré l'investissement quotidien des professionnels qui l'animent. Saturation des dispositifs départementaux, pénurie de professionnels, inégalités territoriales, gouvernance insuffisamment pilotée au niveau national, rupture de parcours, atteintes répétées aux droits fondamentaux des enfants et rupture d'égalité entre les enfants protégés. Les délais excessifs, les ruptures de prise en charge, l'insuffisante prévention et la faible prise en compte de la parole des enfants traduisent un système en tension permanente, souvent contraint d'agir en mode dégradé au détriment de ceux qu'il est censé protéger. Reconnaître cette réalité, ce n'est pas faire un acte d'accusation, mais c'est un préalable nécessaire à toute action publique efficace. La présente proposition de loi ne prétend pas refonder à elle seule la politique de la protection de l'enfance qui a déjà fait l'objet de 3 grandes lois en 2007, 2016, 2022 et d'ailleurs dont certaines mesures 20 ans après ne sont toujours pas appliquées, comme par exemple le projet personnalisé de l'enfant, ou dont certains décrets de celle de 2022 ne sont toujours pas sortis. Elle s'inscrit plutôt dans une logique d'amélioration ciblée en s'appuyant sur des dispositifs existants et ce, dans l'attente d'un futur projet de loi annoncé par le gouvernement. Elle poursuit donc 3 grands objectifs. D'abord, renforcer les contrôles et la transparence dans les dispositifs de protection de l'enfance et de la petite enfance afin de garantir des conditions dignes, conformes aux normes de sécurité, de santé, d'encadrement, car ce n'est pas une option, c'est une exigence minimale lorsque la collectivité se substitue aux familles. Ensuite, améliorer le fonctionnement de la justice et de la protection de l'enfance, en clarifiant les compétences respectives du juge des enfants et du juge aux affaires familiales et en renforçant la capacité de réaction du parquet face aux situations d'urgence afin de réduire les délais et de sécuriser le parcours des enfants. Enfin, assurer l'égalité des droits entre les enfants protégés, indépendamment de leur mode de prise en charge, notamment en matière d'accompagnement social, de santé et d'accès à l'enseignement supérieur. L'intérêt de l'enfant ne saurait dépendre du cadre administratif ou judiciaire dans lequel il a été mis sous protection. J'en viens maintenant à la démarche qui m'a conduite à vous soumettre ce texte aux modifications que je vous proposerai par amendement. Je tiens avant tout à souligner le rôle actif des membres de la délégation aux droits des enfants, que je remercie vivement. Nos travaux, vos travaux, ont permis de construire cette proposition de loi et d'enrichir son contenu. En vue de l'examen de cette proposition de loi qui avait été déposée il y a 1 an et était basée sur les travaux menés en 2024, j'ai organisé une série d'auditions pour recueillir l'opinion et les remarques des acteurs qui seront amenés à l'appliquer au quotidien. Les départements, les gestionnaires d'établissements et services de protection de l'enfance, les avocats, les magistrats, ainsi que les ministères des Solidarités et de la Justice. De ces auditions résultent plusieurs amendements qui modifient considérablement le dispositif de la proposition de loi. Certains articles font même l'objet d'une réécriture globale. Dans ce contexte, j'ai tenu à vous en informer le plus en amont possible afin de vous fournir les modifications que j'envisageais. Je souhaitais donc autant que possible pouvoir tenir compte de vos propres suggestions et propositions et je vous indique par ailleurs que je me tiens à votre entière disposition en vue de la séance pour réfléchir à d'éventuelles améliorations de rédaction que vous avez proposées aujourd'hui. J'en viens maintenant au fond du texte. L'article 1 prévoit le renforcement des contrôles administratifs sur les établissements et services de protection de l'enfance. Il interdit également la gestion de ces établissements par des acteurs privés lucratifs et améliore la circulation de l'information entre et dans les départements. Les amendements que j'ai déposés modifient la rédaction initiale des dispositions relatives à l'interdiction du secteur privé lucratif afin d'inclure dans le champ d'interdiction l'ensemble des structures de protection de l'enfance et notamment les lieux de vie et d'accueil et prévoit une entrée en vigueur différée de cette interdiction d'ici à 3 ans. Pour les établissements déjà existants, c'est une demande des départements. J'ajoute également le recensement des contrôles réalisés dans le rapport que présente annuellement normalement le président du conseil départemental à l'Assemblée délibérante sur la gestion de ces établissements d'aide sociale à l'enfance. Enfin, nous introduisons pour les contrôles réalisés tant par l'État que par le département la possibilité de les réaliser de manière inopinée.
L'article 2 instaure une fréquence minimale de 3 ans pour le contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant. Il a fait l'objet d'une réécriture car l'article du Code de santé publique initialement visé est relatif aux évaluations et non au contrôle des EAJE. Or, lors des auditions, les professionnels rencontrés ont souligné l'importance de la démarche évaluative qu'il convenait de ne pas supprimer. C'est pourquoi nous avons changé l'article de destination. L'article 3 vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsqu'il s'agit de statuer sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents d'un enfant faisant l'objet d'une mesure éducative. La réécriture que je propose est issue des échanges avec les magistrats et les avocats et permet bien de préciser que la compétence juge des enfants en la matière n'est possible que lorsqu'il est saisi d'une mesure d'assistance éducative. Les conséquences en sont ainsi tirées. Si le JAF reste compétent pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans toutes les autres situations, il est dessaisi dès lors qu'une mesure d'assistance éducative est en cours. Cet article vise à limiter les situations de double saisine du juge des enfants et du JAF et d'instrumentalisation de la justice par les parents faisant face à une séparation très conflictuelle. L'article 4 vise à renforcer les pouvoirs du procureur de la République en matière de protection provisoire des enfants en danger. Dans le cadre d'une ordonnance de protection provisoire, le procureur pourra en urgence ordonner le placement de l'enfant, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais également se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prononcer une interdiction de paraître ou d'entrer en contact, attribuer la jouissance du domicile familial. Une fois l'ordonnance prononcée, il devra saisir le juge compétent. S'il estime qu'une mesure d'assistance éducative pour l'enfant est nécessaire, il saisira le juge des enfants. Dans toutes les autres situations, quand il y a un parent protecteur, il saisira le juge aux affaires familiales. Le juge statuera alors dans un délai de 15 jours pour prolonger, transformer ou arrêter la protection de l'enfant. Pendant ce temps, l'enfant est ainsi protégé par l'ordonnance du procureur de la République. Nous souhaitons ainsi permettre aux magistrats de disposer de plus de possibilités pour protéger immédiatement l'enfant quand celui-ci révèle des faits de violence dont il est victime, sans forcément attendre des jugements au pénal en cas de violence parentale et sans forcément le placer. La protection et l'intérêt de l'enfant doit être notre seule priorité, même si pendant plusieurs mois cela implique que des droits de visite soient suspendus. L'article 5 vise à garantir l'égalité entre les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et les enfants confiés à des tiers dignes de confiance. L'objectif est de lever certains freins financiers à leur accueil par des tiers dignes de confiance en leur conférant les mêmes droits qu'aux enfants confiés à l'ASE. Il s'agit du bénéfice de l'accompagnement du jeune majeur, de l'accès à la couverture maladie universelle, de l'accès au logement social et de l'accès aux bourses étudiantes. L'article 6 étend le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à l'ensemble des enfants confiés à l'ASE et aux tiers dignes de confiance. Par amendement, je propose également de permettre l'affiliation à titre individuel des enfants confiés à des tiers dignes de confiance à la sécurité sociale, comme c'est déjà le cas pour les enfants de l'ASE. Sur l'article 7, il vise à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des enfants protégés en leur ouvrant systématiquement le droit à une bourse d'études sur critères sociaux sans condition de ressources. Je me tiens, comme je vous l'ai dit, bien entendu, à votre disposition pour expliciter lors de la discussion des articles l'ensemble des modifications proposées. Avant de conclure, je souhaite remercier les administrations de l'Assemblée nationale qui m'ont accompagné depuis Noël sur ce texte, mon groupe qui a porté l'inscription de ce texte et tous les présidents de groupe qui en conférence ont permis cette inscription. Enfin, je souhaiterais souligner que cette proposition de loi est la première issue des travaux de la jeune délégation aux droits des enfants de notre Assemblée. Elle vient prouver l'intérêt de cette délégation, de son travail transpartisan, et elle témoigne de l'engagement des parlementaires en faveur de la protection de l'enfance, mais plus généralement pour les droits des enfants. Je pense que nous tous ici, sur ces bancs, nous voulons faire avancer les choses pour garantir la sécurité physique, psychologique et affective des enfants dans notre pays et faire que les droits des enfants dans notre pays ne soient pas juste un slogan, mais une réalité. Je vous remercie.